L'Institut national des mines œuvre depuis sa création à l'actualisation de l'offre de formation interordre dans une volonté de répondre aux besoins d'une industrie en constante évolution. Nous présenterons dans un instant un panel d'experts sur la modernisation de la formation et l'acquisition de nouvelles compétences, regroupant 7 experts qui œuvrent dans la région de la Côte-Nord afin d'échanger sur les divers enjeux touchant la formation, notamment les technologies, la diversité culturelle, les savoirs et la génération Z sur nos bancs d'école. Pour nous proposer la vision de l'Institut national des mines, j'invite Mme Christine Duchesneau, PDG de l'Institut national des mines, pour nous faire le mot d'ouverture de ce panel. Rebonjour. La modernisation et l'acquisition de nouvelles compétences sont ancrées dans le mandat même de l'Institut national des mines. D'ailleurs, nous sommes l'instance nationale de concertation et la référence pour l'actualisation de la formation et le développement des compétences nécessaires à un secteur minier québécois compétitif. Pour actualiser la formation, il faut dans un premier temps comprendre les enjeux de l'industrie minière du Québec et aussi le contexte dans lequel il s'inscrit. Depuis sa création en 2010, l'Institut national des mines a constaté que la technologie devenait de plus en plus présente dans le secteur minier, mais aussi dans le secteur de l'éducation. Déjà en 2015, l'Institut commençait à parler de l'automatisation du secteur minier. Il y a près de 10 ans, nous commencions déjà à imaginer que les opérateurs pourraient un jour opérer de la surface, mais on entrevoyait aussi l'implantation des simulateurs d'engins miniers dans le réseau public d'éducation. Des technologies permettant de faire évoluer la formation, mais aussi de s'adapter aux besoins de l'industrie. L'Institut national des mines a contribué concrètement à ce virage. À titre d'exemple, nous avons proposé un rapport d'enquête en 2014 sur l'enseignement par simulateur. À ce moment, les centres de formation professionnelle du Québec ne disposaient pas de cette technologie et 5 ans plus tard, grâce entre autres à nos recommandations au ministre de l'Éducation, près de 40 simulateurs miniers étaient déployés au Québec, dont 90% des engins répertoriés étaient la propriété des centres de formation professionnelle du Québec. Sans compter qu'aujourd'hui, il s'agit d'un mode d'enseignement qui a évolué grâce à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, qui sont devenus des modes d'enseignement en formation minière au Québec. Le secteur minier utilise désormais diverses technologies offrant des données leur permettant maintenant d'opérer de façon plus efficace et dans un souci de santé et sécurité, pour ne nommer que ses principaux facteurs. Mettre l'accent sur la formation et l'adapter pour bien répondre au développement du secteur minier québécois constitue un incontournable. Évidemment, vous êtes déjà convaincus de cette idée, puisque vous êtes tous ici aujourd'hui. Plus récemment, nous avons diffusé un portrait des engins miniers hybrides et électriques dans le secteur minier au Québec. Considérant que d'ici 2030, les mines actives et les nouveaux projets ont l'intention d'accroître significativement leur flotte d'engins hybrides et électriques, il est important de préparer la main-d'œuvre à ce changement. En ce sens, une nouvelle formation, soit une attestation d'études professionnelles, verra le jour bientôt au centre de formation professionnelle de la baie James. Je salue d'ailleurs leur travail aujourd'hui. Comme vous le savez, il s'agit d'un sujet que nous étudions depuis déjà un moment à l'Institut national des mines. Notre veille informationnelle nous a permis d'entrevoir cette nouvelle tendance du secteur minier et d'être proactifs afin de recueillir les données nous permettant de mieux quantifier les besoins de formation nécessaires à cette transition vers l'électrique. Nous l'avons fait, oui, par un portrait sur le sujet, mais en proposant aussi un avis ministériel recommandant au gouvernement du Québec de soutenir les initiatives de formation visant le développement de programmes qualifiants relatifs à l'entretien des engins hybrides et électriques. Voilà un des exemples concrets sur lesquels nous œuvrons. Au cours des dernières années, nous avons également réalisé des recherches en espérant mieux comprendre la réalité des élèves, des étudiants des Premières Nations, mais aussi pour mieux outiller le personnel enseignant ainsi que les entreprises minières
dans l'embauche d'une main-d'œuvre autochtone. Actualiser la formation, c'est aussi s'adapter et faire évoluer nos pratiques. D'ailleurs, en janvier prochain, nous lancerons un tout nouvel outil permettant au personnel de mieux accompagner les élèves des Premières Nations et Inuits dans leur cheminement scolaire. Une autre publication qui vise à favoriser l'actualisation de la formation minière et ainsi répondre à des enjeux importants du secteur minier. Sans le travail de collaboration entre les minières, les établissements d'enseignement, les organisations du secteur minier telles que l'Association minière du Québec et l'Institut national des mines, il serait difficile, les CSMO, pardon, je m'excuse Suzy, le comité sectoriel mine, évidemment, j'ai sauté une phrase. Il est difficile d'actualiser l'offre de formation dans un secteur aussi niché que le secteur minier. L'Institut national des mines est un partenaire de choix pour faciliter l'actualisation de l'offre de formation à travers le Québec et continuer à être un levier pour les établissements d'enseignement de tout le Québec au bénéfice des minières et des projets miniers québécois. Plusieurs exemples concrets ont démontré sa pertinence au fil du temps et sa contribution à la modernisation de la formation minière, et ce, à tous les niveaux d'enseignement. C'est en réalisant un panel d'experts comme aujourd'hui, tous ensemble, avec des perspectives différentes, que nous pourrons continuer à faire évoluer nos connaissances, à favoriser la concertation et finalement à moderniser la formation offerte au Québec. Je vous souhaite un bon panel. Merci, Mme Duchesneau, pour cette vision engagée. Et pour poursuivre sur le sujet, nous invitons maintenant nos 7 experts de l'éducation et du secteur minier à venir discuter avec nous sur les priorités en termes de formation et de compétences à acquérir dans le secteur minier. Donc, je vous présente pendant que vous vous installez. On va juste passer un petit peu la table ici, si vous voulez. On va juste... Donc, je vais vous présenter tous et toutes Louis Ferland. Donc, M. Ferland œuvre depuis plus de 25 ans en éducation, notamment auprès de la clientèle Innu. Il est le directeur du Centre de formation professionnelle de Sept-Îles et il nous accueille dans ces lieux aujourd'hui. Bonjour, M. Ferland. M. Michel Savard. M. Savard a plus de 30 ans d'expérience en éducation et a pour volonté de faire réussir le plus grand nombre d'élèves sur la Côte-Nord, rien de moins. Il est le directeur du Centre de formation professionnelle de l'Estuaire. Bonjour. Bonjour. Madame Mylène Richard. Ingénieure, Madame Richard a été la première enseignante en technologie minérale du Cégep de Sept-Îles en 2011, à sa création, c'est bien ça? Oui. Elle est présentement enseignante, mais aussi coordonnatrice du programme de technologie minérale du Cégep de Sept-Îles. Bonjour. Bonjour. Michel Gamache. Ses travaux de recherche portent depuis plus de 25 ans sur l'optimisation des opérations minières et a mis sur pied le programme de formation Mines intelligentes et autonomes. Il est professeur titulaire à Polytechnique Montréal. Bonjour. Erika Dion. Comptant plus de 10 ans d'expérience en gestion des ressources humaines dans le domaine minier ainsi que dans les secteurs manufacturiers dont les gaz industriels, Mme Dion est directrice développement organisationnel et formation chez ArcelorMittal, Exploitation minière Canada. Bienvenue. Bonjour. Suzy Thériault. Madame Thériault œuvre depuis plus de 25 ans dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de la formation, notamment au sein de l'industrie minière et auprès des Premières Nations. Madame Thériault est directrice générale du comité sectoriel de main-d'œuvre des mines, le CSMO Mines. Bonjour. Bonjour, Karine. Gilles Larouche. Monsieur Larouche est engagé dans le monde de l'éducation depuis 20 ans et favorise le déploiement de la formation directement dans les communautés Innu de la Côte-Nord. Il occupe depuis peu le poste de directeur à Innu Takwegan, Ouachat Mac Mayotenam. Auparavant, il était le directeur du centre de formation Mishtapeu de cette communauté. Bonjour. Oui. Oui. Donc, bonjour à vous tous. Oui. Merci d'avoir accepté d'échanger sur un sujet si essentiel à la réussite du secteur minier au Québec. Et c'est la volonté, en fait, d'actualiser, de moderniser la formation. Le panel va se dérouler sous 3 grands thèmes. L'évolution du secteur minier, ses compétences et ses pratiques. La formation minière offerte dans les établissements d'enseignement et les entreprises du secteur minier. Et la pénurie de main-d'œuvre et l'attraction vers le secteur minier et sa formation.
Thème 1. Donc, 3 thèmes. Avant de parler de formation, il faut avant tout prendre un moment pour se pencher sur la question de l'évolution du secteur minier. On le fait cet avant-midi, on continue à le faire également. Commençons par M. Michel Gamache, Polytechnique Montréal. Monsieur Gamache, vous constatez évidemment depuis déjà plusieurs années l'évolution du secteur minier, puisque vous effectuez de la recherche sur l'optimisation des opérations minières. Dites-moi, lorsqu'on parle de l'évolution du secteur minier, qu'est-ce qui le caractérise? En vos mots, qu'est-ce qu'un projet ou une mine moderne? Merci, Karine. Tout d'abord, on en parlait ce matin, Karine, je pense que notre présentateur précédent en a mentionné, l'évolution du secteur minier depuis 10 ans et même depuis les 5 dernières années, c'est fulgurant. Et je pense que c'est une conjonction de plusieurs technologies qui arrivent en même temps. Moi, je vois 4 éléments principaux là, qui ont fait qu'on a évolué si rapidement en 5 ans. Pour les mines souterraines, entre autres, c'est le système de communication qui apparaît maintenant dans les mines souterraines qui permet justement d'intégrer ces nouvelles technologies-là. Par la suite, il y a la numérisation des mines, l'autonomisation des mines et l'électrification des mines. Et si on prend juste les systèmes de communication, on peut maintenant avoir des données en temps réel, ce qui n'était pas le cas avant. On peut faire de la géolocalisation des véhicules du personnel, ce qui augmente la sécurité du personnel en même temps. Donc, tout ça ne peut être possible que si on n'a pas un bon système de communication. Et ça amène des développements aussi pour nous, en tout cas en tant que chercheurs, quand on parle de planification, mais on ne parle plus de planification à court terme, à long terme, à moyen terme. On en parle encore, mais on parle de réagir en temps réel maintenant. Il y a des événements qui arrivent, on peut réagir maintenant en temps réel. Mais les outils ne sont pas là, il faut les développer. Au niveau de la numérisation, je pense que l'industrie minière, comme toutes les autres industries, ont réalisé qu'ils ont des données, puis qu'utiliser ces données-là, les analyser, ça permet d'améliorer leurs opérations. Et dans le domaine minier, on a une grosse inconnue, c'est la géologie. On exploite un produit qu'on ne connaît pas parfaitement parce qu'on a des estimations, les géologues font leur possible pour estimer ça. Et si on pourrait prendre toutes les données qui arrivent des foreuses, par exemple, on pourrait améliorer les modèles géologiques. Donc, ça ouvre des portes à plein de choses. On travaille, nous, avec des projets d'analyse avec l'intelligence artificielle, l'analyse de données sur des données de forêt, justement, où on a des données énormes sur la vitesse de rotation, le taux de pénétration, les vibrations. Et si on peut jumeler ça avec le modèle géologique, on peut refaire le modèle géologique localement et ça enlève l'incertitude. Donc, c'est des avantages pour les entreprises minières. Au niveau, je parlais d'un deuxième point, donc de numérisation des mines. Je pourrais donner plein d'exemples, je vais m'arrêter là. Autonomisation, c'est la robotisation, c'est connu. Un robot, en moyenne, va performer mieux que la moyenne des ouvriers qui feraient la même tâche. Il y a des ouvriers qui sont très, très bons, qui vont performer beaucoup mieux qu'un robot, mais en moyenne, le robot performe mieux. Et l'industrie minière s'en va vers là aussi. Il y a un avantage pour les mines souterraines, entre autres, c'est les changements de quart qui se font. On fait des dynamitages durant ces périodes-là. Et il y a un temps perdu parce qu'il n'y a pas d'humain qui peut être là en même temps. Un véhicule autonome peut y être. Et si entre chaque changement de quart, on gagne 1 heure de production par véhicule, de 2 heures en fait, ben c'est 2 heures sur 24, c'est un 12e, donc c'est 8% de production dans le meilleur des mondes. Donc, c'est inévitable qu'on va vers là aussi. C'est prouvé également que les véhicules autonomes ont besoin d'un peu moins de maintenance qu'un véhicule piloté par un humain, peut-être moins de testostérone dans un robot que dans le pilote, donc c'est des conditions plus stables d'utilisation. Et le 4e élément, c'est l'électrification des véhicules. Ça change. On parle de la formation, ça va changer carrément la formation des mécaniciens. Ça change également la planification pour les minières parce qu'il y a des sites isolés qui produisent leur propre électricité. Ces batteries-là consomment plus qu'un fer passé. Donc, il faut planifier le moment où on va faire le rechargement de ces batteries-là. Donc, tout ça impose des changements, en tout cas pour nous en recherche. En termes de planification, il faut s'ajuster également.
Donc, la technologie est là, les possibilités sont maintenant là, sont prêtes pour effectuer cette transition-là. Chez ArcelorMittal, notamment, il y a des salles de contrôle à distance depuis de nombreuses années, mais ça change aussi toutes les compétences. On va arriver justement aux compétences. Donc, Madame, on va commencer par Madame Richard là, par rapport aux compétences, puisque vous êtes la coordonnatrice du programme de technologie minérale du Cégep de Sept-Îles. Selon vous, quelles sont les nouvelles compétences à acquérir en 2023? Puis là, on parle aussi, tu sais, dans le cycle minier, il y a plusieurs étapes, donc nécessairement, il y a des compétences à toutes les étapes du cycle minier. Selon vous, quelles sont les nouvelles compétences à acquérir? C'est sûr que moi, je peux surtout parler pour le numérique collégial, parce que c'est là-dedans que je travaille. Je ne commencerai pas à énumérer toutes les compétences qui existent qu'on pourrait, mais c'est sûr que ça tient en lien avec la technologie justement qui est développée présentement au niveau des minières. On sait surtout qu'il va y avoir beaucoup de collecte de données qui se fait, donc le traitement des données va faire partie des nouvelles compétences que les techniciens vont devoir avoir à aller chercher. Donc le traitement, la compréhension de ces données-là, justement pour pouvoir ajuster ou voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Juste aussi, nous, au collégial, on travaille beaucoup avec les devis ministériels. Présentement, on sait que le devis ministériel devrait peut-être être retravaillé. La technologie va tellement vite qu'aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre ce que les compagnies nous disent puis d'essayer de les connecter sur des compétences qui, dans le devis, parfois, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler aussi, je pense, au niveau des compétences. Et aussi les compétences des étudiants, mais les compétences des enseignants, parce que souvent, nous autres, on est sur le marché de l'enseignement depuis quand même une longue période. On n'a pas vu non plus nécessairement toutes les technologies. Tu sais, on essaie de suivre, on essaie de regarder, mais ça, c'est à travers notre travail présentement pour développer des cours, pour monter nos cours et nos choses comme ça. Fait que c'est sûr que la compétence des enseignants aussi doit être à travers ça. Donc, ne pas nous oublier. D'ailleurs, présentement, il y a comme une pratique qui se fait avec certaines personnes de l'Abitibi, de Thetford Mines aussi au niveau collégial. Il y a quelqu'un justement de l'INMQ qui est dessus, des gens du pôle de l'enseignement qui en réalité s'appelle la rampe, qui va nous servir à développer dans le fond un endroit où est-ce que les enseignants vont pouvoir partager avec les entreprises, pour que les professeurs envoient des questions, puis que finalement, les gens d'entreprise vont pouvoir répondre, pour avoir aussi des situations qui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus réelles que ce qu'on peut inventer. J'ai beaucoup de créativité, mais des fois, j'ai une certaine limite qui peut arriver. Donc, les compétences, ce que j'entends, c'est les compétences des apprenants, oui, des futurs travailleurs, mais également des enseignants, le personnel enseignant qui propose justement cette formation. Il y a également des compétences, on parle de technologie, mais il y a aussi les compétences vertes, les compétences environnementales qu'on entend de plus en plus. La technologie semble être là également. Madame Dion, vous parliez que c'était une compétence qui était de plus en plus demandée dans le secteur minier. C'est bien ça? On voit l'impact des compétences vertes. Puis les compétences vertes, on va référer à tout ce qui touche l'expertise ou les aptitudes et les attitudes des employés pour prendre des décisions qui sont alignées sur l'écologie, sur le développement durable, puis sur l'ensemble de l'écosystème. On peut penser aux gens qui vont travailler dans des grands projets comme les projets de décarbonation qui sont sur la planche à dessin et qui seront en cours, mais on pense aussi aux déclinaisons qui sont possibles chez l'ensemble de nos employés à leur échelle sur l'environnement puis sur le développement durable. Donc, d'amener ce modèle-là qui, aujourd'hui, même quand on lit sur les compétences vertes, le modèle n'est pas encore arrêté sur tout ce que ça comprend. Donc, de continuer de le suivre, de l'amener en organisation, puis de voir comment ça peut s'intégrer sur certaines compétences dans les établissements scolaires. D'ailleurs, le secteur minier, bon, évidemment, l'environnement est un enjeu, c'est une priorité, mais aussi, notamment, quand on travaille avec les communautés issues des Premières Nations et des Inuits. Monsieur Larouche, je vais vous entendre là-dessus. Les compétences environnementales sont probablement très nécessaires à l'acceptabilité sociale d'un projet ou d'une minière bien en place? Absolument, absolument. On a eu le privilège, moi j'ai eu le privilège de visiter 4 minières, entre autres, puis c'était une des préoccupations. On a vu des gens où est-ce que la plupart des minières avaient une sensibilité au niveau de l'environnement. C'était extraordinaire, c'est le respect de Mère la Terre. Alors pour nous, c'est une priorité. Et également, bien évidemment, quand on parle de compétences, on parle aussi de compétences transversales, de compétences relationnelles, parce que ça reste qu'on demande d'être polyvalent, de pouvoir avoir plusieurs arcs, plusieurs cordes à son arc. J'aimerais vous entendre, Monsieur Ferland, Monsieur Savard, qu'est-ce que vous pensez notamment des relations, des compétences relationnelles, notamment le savoir-être, travailler en équipe? Parlez-moi-en de quelques compétences relationnelles qu'on aura besoin. En fait,
chez nous. Moi, ce qui me rend beaucoup fier, c'est qu'on a, dans les dernières années, on a axé là, sur le soutien à l'élève, puis le soutien aux enseignants aussi au niveau pédagogique. Parce que ça nous prend quelque chose d'intéressant à offrir, puis il faut se bâtir une réputation pour attirer des élèves, parce que les centres de formation, l'innovation, c'est comment aller chercher des élèves, comment justement proposer quelque chose de plus intéressant, offrir de l'alternance travail-études. C'est ça, là, en fait, là, c'est pourquoi on fait ça, c'est que on veut être adapté à l'industrie, mais on veut être attrayant aussi. Donc, moi, en tout cas, où est-ce qu'on a travaillé beaucoup dans les dernières années, là, c'est ce qui était peu présent en formation professionnelle avant ça, là, c'est le soutien aux élèves. Puis nous, là, au centre de service, on se dit, on n'a pas le moyen d'en échapper. Là, on est en pénurie de travailleurs, tout ça. On essaye de recruter. Fait que si on les recrute, il faut les faire réussir. Fait que nous, on a mis l'accent là-dessus. Puis les résultats là, sont vraiment palpables. Dernièrement, en tout cas, on a eu une cohorte en opérateur d'équipement lourd avec 0 absence. C'est quelque chose là, que je pense qu'il faut souligner parce que des fois, on dit, les jeunes, ils sont comme ça, ils sont moins intéressés, ils sont souvent sur la technologie, mais nous autres, je pense qu'on leur donne un cadre, on leur offre quelque chose d'intéressant, puis ça donne des résultats. Donc, l'école devient un premier lieu pour les amener tranquillement vers le marché du travail. Monsieur Ferland, vous m'avez dit quelque chose de très intéressant. De montrer à pêcher, c'est plus intéressant de montrer à pêcher à quelqu'un que de lui donner du poisson. Vous m'avez dit ça, vous vous souvenez? C'est sûr que oui, effectivement. C'est pas moi qui l'ai inventé, là, mais la mission d'un centre de formation professionnelle comme n'importe quelle autre école, c'est oui d'instruire, oui de qualifier, mais aussi de socialiser. Donc, on veut former des futurs travailleurs qui vont être très compétents, mais qui vont être présents à l'heure, qui vont avoir des habiletés de gestion des émotions, de gestion de l'anxiété, qui vont être capables de travailler en équipe. Donc, tous ces aspects-là font aussi partie des mandats que nous avons dans un centre de formation. Puis, naturellement, on forme des travailleurs qui sont en entrée en fonction. Donc, on essaie des programmes d'études sont très polyvalents. Nous, on est sur une région, on est dans une région où on a des grandes industries, mais on essaie d'avoir des élèves qui vont avoir quand même une grande polyvalence pour ensuite se spécialiser quand ils vont arriver en emploi. Donc, il faut qu'ils aient développé un peu dans l'esprit de ce qu'on disait, la capacité de pouvoir aller chercher de l'information. On sait qu'aujourd'hui, on forme des élèves qui vont exercer un métier qui n'existe peut-être pas encore. Donc, ils doivent acquérir des capacités à pouvoir apprendre tout au long de leur carrière. Ce n'est pas de dire « j'ai mon diplôme, c'est fini, je vais avoir ma montre en or dans 35 ans ». Il y aura de l'adaptation tout au long de leur carrière. Quand on parle d'adaptation, on parle aussi des pratiques en ressources humaines dans les entreprises minières. Monsieur Larouche, vous avez dirigé un centre de formation et nous durant des années. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de pratiques? Quelles compétences on doit développer pour mieux collaborer justement avec notamment les travailleurs issus des communautés des Premières Nations et des Inuits? En préambule, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous savez que le taux de natalité dans les Premières Nations est en croissance. C'est en croissance. Ça veut dire en synonyme qu'on a un bassin de main-d'œuvre qui est disponible. À chaque fois qu'il y a une minière puis entre autres, on a travaillé beaucoup avec vous, qui se présente, qui viennent nous rencontrer, qui se présente à nous, il y a toujours un intérêt. Les gens vont le voir directement. D'avoir des outils de promotion, c'est ultra important également. Tantôt, j'entendais la première formation où est-ce qu'on se parlait de formation en alternance, des formations au niveau personnel. C'est génial, c'est des nouvelles façons de faire. Alors moi, ce que j'ai le goût de vous dire, venez nous rencontrer. On a des gens qui sont disponibles. On met des agents de liaison. On a des chargés de projet pour accompagner cette clientèle-là, pour avoir des bonnes habitudes, des bonnes attitudes au niveau du travail. Et puis, on travaille régulièrement ensemble avec nos voisins là, qui sont ici. Puis ça fonctionne bien. Je peux vous dire que depuis 2018, on a plus... Puis moi, je parle pour l'ensemble des communautés de la nation Innu. On a plus de 250 élèves qui sont diplômés. Alors, le volume est là. On a de la main-d'œuvre. On vous attend.
D'ailleurs, Madame Thériault, vous avez travaillé notamment en ressources humaines auprès des communautés Innu, mais aujourd'hui, vous êtes au CSMO Mines. Parlez-moi justement des initiatives pour développer les compétences, les pratiques en ressources humaines que vous faites avec le CSMO Mines. Bien, je peux vous parler d'une initiative qu'on a fait justement avec ITUM l'an dernier, avec Minerais de fer Québec, qui était le programme de formation L'essentiel des mines, qui est un programme qui vise à développer l'employabilité pour un groupe là, de personnes issues de cette communauté-là. Et pendant, je pense que c'est autour de 300 heures que les jeunes ont passé en 7-7 sur le site minier à découvrir les métiers des mines, découvrir les cours de formation qui pouvaient mener vers des diplômes, etc. Donc, ces jeunes-là, justement, avaient des gens de leur famille qui travaillaient dans les mines, mais de là à aller sur place, d'aller voir du forage, des blasts, tout ça, ça a été vraiment concret. Ils ont vraiment adoré l'expérience. Alors, ce sont des initiatives comme ça qu'on essaie de mettre en place là, un peu partout au Québec. Donc, justement, en parlant d'initiatives, avec le thème 2, on veut parler de la formation minière qui est offerte dans les établissements d'enseignement, mais également dans les entreprises du secteur minier. On va commencer par M. Ferland. Vous œuvrez depuis de nombreuses années dans le secteur minier. Selon vous, comment l'éducation au Québec peut-elle répondre aux besoins du secteur minier? Comment doit-elle se déployer et se réaliser? Bien, c'est sûr que là, on est en train de travailler avec les gouvernements à essayer d'accélérer peut-être les modifications dans les programmes d'études qui pourraient mieux répondre aux besoins des entreprises. Donc ça, c'est un grand défi parce qu'il y a un modèle qui a été établi de rédaction et de révision des programmes. Donc si on est capable d'en arriver à avoir un modèle, puis on le voit là avec des AEP qui sont annoncés, qui pourraient débuter dans moins de 2 mois. Donc il faut croire qu'effectivement, ça sera possible. Ça, c'est un premier grand défi. Ensuite, c'est d'avoir une bonne communication avec les entreprises, de voir effectivement comment on peut s'entraider. Parce que, tu sais, c'est bien intéressant. J'aimerais un jour avoir des appareils hybrides ici, mais sachant que ça coûte plusieurs millions. Donc, est-ce qu'on est capable, à un moment donné, d'avoir des partenariats pour dire, bien, on va faire de la formation. On le voyait tantôt avec de l'alternance accrue, donc d'aller peut-être se spécialiser sur certains équipements. Ça peut être intéressant, puis ça va faciliter, je dirais, le transfert de formation et plus facilement. Madame Dion, vous parliez qu'il y avait justement des enjeux d'agilité qui manquent probablement au secteur de l'éducation. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Bien, on a parlé avec M. Gamache de l'évolution et la rapidité à laquelle les technologies s'intègrent dans nos milieux de travail, les façons de faire évoluent, les outils évoluent, puis comment on peut être partenaire dans ce dialogue-là sur faire parler des besoins de l'industrie, mais au-delà de ça, faire partie de la solution. Puis je trouve que le partenariat, mais aussi l'alternance, devient un milieu très intéressant pour les voir à l'œuvre, ces technologies-là, puis contribuer au développement de la main-d'œuvre qui est requis. Puis, dans un point de vue de formation, mais de formation continue, comment on peut aussi travailler avec les connaissances des institutions pour venir bonifier nos programmes à l'interne. On fait énormément d'initiatives à l'interne sur des éléments, des fois, qui ne sont pas couverts dans des programmes. Il y a définitivement un échange de l'autre côté qui est très souhaitable et qui serait bénéfique pour tous. Et aujourd'hui, un événement comme celui-là, c'est pour vous permettre de tous vous rassembler puis justement favoriser ce partenariat, ces échanges-là, puis voir ce que chacun peut faire pour faire évoluer la formation minière. Donc, j'arrive aux initiatives de formation qui sont mises en place par les établissements d'enseignement du Québec. Vraiment, plusieurs magnifiques initiatives qu'il faut connaître. Et vous en avez un peu glissé un mot, M. Savard, en début de panel. Votre CFP de l'estuaire a mis en place une équipe multidisciplinaire. J'ai eu la chance de pouvoir vous visiter. C'est assez exceptionnel ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage? Comme je disais tantôt, là, on a vraiment mis des efforts là-dedans, là, dans le soutien de l'élève, dans le soutien des enseignants, parce que, en tout cas, si on recule de quelques années, on avait des groupes, puis, exemple, on avait une vingtaine d'élèves, on disait, il y en a, il y a une petite sélection naturelle qui se fait, mais il y a des choses qu'on ne percevait pas, puis que les profs ne percevaient pas non plus. La façon de déceler des problématiques, puis de faire appel à des spécialistes qu'on a maintenant. Parce qu'avant ça, en FP, on n'avait rien de ça. Donc, vous avez différents types d'intervenants
C'est ça. qui font partie de cette équipe multidisciplinaire. C'est bien ça? Au niveau du travail social, de l'orthopédagogie, en tout cas au niveau pédagogique aussi, là, on a rajouté des ressources, puis ça, là, en tout cas, on voit vraiment là, la différence là-dedans. Si on parle aussi d'innovation, les centres, comme je disais tantôt, là, il faut qu'ils se rendent attrayants. Puis ça évolue tellement vite. Comme tantôt, j'entendais parler de simulateurs. Si on recule de peut-être 5-7 ans, là, un simulateur, c'était vraiment hot. Il y a des simulateurs dans ce centre-là, on devrait aller là. Puis quand on faisait des salons, on amenait un simulateur, on se faisait un peu haïr parce que tous les élèves venaient nous voir et ils voulaient conduire des machines là-dessus. Mais maintenant, je pense que c'est pas une innovation d'avoir des commun simulateurs. et c'est même devenu un outil de travail dans les entreprises minières. Donc, c'est allé encore plus loin que juste pour le centre de formation. Donc, il faut constamment évoluer. Comme là, présentement, on a un projet avec le ministère, puis moi, en tout cas, c'est un peu ma fantaisie. Je me dis, est-ce qu'on pourrait relier notre salle de classe au terrain? Fait qu'on a obtenu, en tout cas, un projet là, pour l'utilisation des drones. Bon, le prof en classe, peux-tu dire au prof terrain, fais-moi une démonstration, en tout cas, si ça se fait, ça va être tant mieux. Puis la semaine prochaine, on va avoir la présentation de lunettes virtuelles. L'enseignant est peut-être, en tout cas, à un endroit, puis il est capable de gérer ses élèves dans les machines, dans les différentes machines sur le terrain. Puis hier, en tout cas, j'étais avec mon collègue Michel Bastien, il dit, tu sais, c'est hot, ça, là, ce qu'on est en train de parler. Mais il dit, dans 5 ans, là, ça va peut-être être banal, ça va être d'autres choses qui vont arriver. Fait que c'est ça, il faut toujours continuer là, Ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut briser les silos entre les programmes de formation, justement, pour faciliter cet échange-là avec des technologies comme le drone. C'est ce que j'entends? Ben oui, puis peut-être le lien aussi, j'entendais avec l'entreprise. Exactement. On se parlait tantôt, des fois l'entreprise, il faut qu'on sache c'est quoi qu'eux autres attendent de nous aussi. Là. Parce qu'on peut avoir les meilleures idées, on produit des élèves, puis c'est plus ou moins adapté, fait qu'il faut avoir un discours ensemble. Ouais. Madame Richard? Mais juste entre nous aussi, on a déjà parlé avec M. Ferland aussi pour avoir une carrière école, dans le fond, où est-ce que le technologie minérale et justement le CFP pourraient déjà travailler ensemble. Tout ça. Fait que ça, c'est intéressant aussi de pouvoir communiquer entre nous avec l'entreprise, mais aussi à travers différents paliers. Là. D'ailleurs, Madame Richard, vous avez fait l'acquisition de Claim dernièrement en technologie minérale. Vous essayez de trouver toujours des moyens justement pour que les élèves puissent vivre l'expérience terrain. Peut-être nous parler un peu de ce que vous faites au Cégep de Sept-Îles. En réalité, c'est sûr que l'objectif, c'est plus qu'ils vont voir les visites industrielles, plus qu'on va sur le terrain, plus qu'on va à travers ça leur faire développer une petite flamme. C'est plus facile aussi qu'ils voient la réalité, l'authenticité des choses. Tantôt, je parlais de projets authentiques. Bien, finalement, aller sur les claims dans la voie géologie, puis aussi peut avoir une certaine... à travers les 3 programmes géologie, exploitation, minéralurgie, mais finalement, sous claim, aller échantillonner, puis l'exploitation, on peut aller jouer avec le côté forage un peu, et finalement, faire le traitement à l'intérieur de ça. Fait que, ça donne une meilleure vision, je trouve, pour... Puis je pense que les étudiants aiment ça aussi, là, que juste faire du blabla en classe puis du papier. Là. Je pense qu'on a un peu tout pareil. Là. Je pense que c'est ça, quand ça change. Puis nous aussi, ce qui est intéressant, puis je voudrais juste en profiter aussi au niveau des entreprises, c'est que souvent, on fait beaucoup de visites industrielles, puis des fois, on oublie il y a quand même beaucoup de commanditaires qui nous aident, comme par exemple Inukopter qui nous paye une fois par année un voyage en hélico avec nos étudiants en géologie. Fait que c'est des choses qui sont super appréciées au niveau de l'enseignement. Là. Donc, des partenaires financiers qui, justement, font vivre cette expérience-là. Monsieur Gamard, j'aimerais que vous me parliez d'un super beau programme de formation que vous avez mis sur pied, Mines intelligentes et autonomes. Parlez-moi de cette initiative-là, de 2e, 3e cycle, c'est bien ça? Exact. On pense tout le temps à la formation pratique comme étant une formation secondaire, technique au cégep, ou même les programmes de baccalauréat en génie des mines sont des programmes coopératifs, donc ils font 3 stages durant leur programme. Mais au niveau du 2e cycle, maîtrise et doctorat, il n'y a rien
on voyait tout le temps le chercheur dans sa boîte, dans son petit local qui fait sa recherche indépendamment de l'industrie. Et ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est d'impliquer l'industrie et d'impliquer le chercheur à faire des projets avec l'industrie. Donc, on a fait une demande de subvention. Quand je parle 11, on est une dizaine de professeurs, U4, l'Université Laval, l'ETS et Polytechnique Montréal. Et on a fait une demande de subvention qui s'appelle le programme foncier du CRSNG, le Conseil de recherche Sciences naturelles et génie, qui est un organisme subventionnaire qui subventionne ordinairement la recherche, mais ils ont un programme pour de la formation. Donc, l'idée, c'est qu'on a un programme de formation pour 6 ans. On a eu 1 650 000, on est bien heureux. Et le programme consiste en quoi? L'étudiant va faire son projet de recherche, mais un projet de recherche en collaboration avec l'entreprise. Il y a là-dedans de la formation naturellement pour sa recherche, qui est classique, mais on veut offrir une formation complémentaire. On parle de multidisciplinarité, des compétences professionnelles qui sont hautes. On veut que c'est beau de faire ton projet de recherche, mais il faut quand même que tu puisses l'expliquer aux gens. Donc, comment vulgariser ton projet de recherche? Comment interagir aussi avec les gens? On parle de EDI, tout ça. On a une école d'été dans laquelle on aborde différents thèmes, des thèmes techniques, des thèmes sociaux, tout ce qui est ESG. On a fait notre école d'été au mois d'août, c'était fantastique. On a eu Joanie Caron de l'UQAT, l'école d'études autochtones de l'UQAT, qui est venue nous présenter la réalité autochtone. C'était vraiment excellent. Je pense que ça a ouvert les yeux à tous les étudiants. Donc, on essaie de leur faire une formation complémentaire et ça implique en plus des stages obligatoires en entreprise. Et le stage est un stage de recherche, pas un stage classique. Mais ils font leur projet de recherche avec l'entreprise. Donc, on parle d'intégrer entreprise et école et tout, multidisciplinarité. Je pense que le projet visait ça. Et on est bien heureux. On est dans la première année, puis on en a pour 5 ans. Donc, et on veut le perpétuer après là, si ça fonctionne bien. Effectivement, une magnifique. Puis on a eu la chance à l'Institut de participer à l'école d'été. Comme participant, on a vraiment très apprécié de voir tout le travail qui se faisait en recherche, puis de l'appliquer au secteur minier directement. Non, c'était un très bel exercice que vous avez fait. Est-ce que vous allez le refaire l'an prochain? C'est prévu. On est obligé de faire tout ce qu'on a dit qu'on ferait et on va le faire à chaque année. L'école d'été va arriver à chaque année et on va changer un peu les contenus à chaque année, mais on va toujours tourner autour des mêmes idées. Cette année, on a donné le défi, par exemple, à nos étudiants qui ont des projets de recherche, de définir leur projet de recherche en 10 minutes à tout le monde, comme si c'était dans un meeting pour que tout le monde comprenne. Et ce qu'on avait fait au préalable, on avait interviewé 3 personnes de l'industrie, SNC-Lavalin, Anico Eagle et InnovaExplo. Qu'est-ce que vous aimez quand vous entendez des gens parler dans une entrevue ou dans une conférence ou dans un meeting? Puis là, eux ont expliqué ça, ils ont filmé. On leur a présenté ça avant, puis eux, ils ont absorbé ça et ils sont venus en 10 minutes nous présenter leur projet de recherche. C'était vraiment bien fait. On a vu le changement là, de ces étudiants. Donc, vraiment un superbe exercice qui est d'ailleurs disponible en public pour tout le monde. Là, on en a fait la promotion à l'Institut. On en a fait une publicité à l'infolette là, de l'Institut. Sauf que notre vidéo est moins bonne que la vôtre. On va améliorer ça l'an prochain. On discutera après le colloque. Donc, on est rendu déjà au thème 3. Non, thème 3, non. Pas tout de suite. Madame Dion, je vous oublie pas. Vous œuvrez chez ArcelorMittal depuis déjà quelques années. Selon vous, comment les entreprises peuvent-elles assurer une formation continue en adéquation, évidemment, avec les besoins du secteur minier, mais en collaboration aussi avec les établissements d'enseignement? Absolument. Mais je pense qu'à la base de ça, comme organisation, on a une responsabilité d'aller définir notre planification stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de quantité, mais aussi de compétences? On sait qu'on a des projets de décarbonation chez nous. On sait qu'on a différents processus qui vont changer. Ça nous appelle, nous, à dire, mais c'est quoi les compétences que je vais devoir développer qui évoluent, mais lesquelles ne sont pas nécessairement maîtrisées, qui vont devoir être acquises. Il y a un travail de fond à faire et en amont et rapidement parce qu'on parle d'un rythme qui est très, très, très soutenu et de dire, bien aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour commencer à les développer à l'interne, mais de mobiliser des partenaires sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est connu dans le domaine, qu'est-ce qui existe, parce que je pense qu'en entreprise, on a plein de belles expertises, mais qui sont très complémentaires avec ce qui peut se faire en recherche sur des procédés qui sont, au niveau de la décarbonation, encore en évolution. Fait qu'il y a vraiment un partenariat très intéressant sur l'expertise puis les compétences qui est
intéressant. Mais je pense aussi que la formation en entreprise pour le maintien de la qualification de nos travailleurs va être hyper important. On parle de pénurie de main-d'œuvre depuis plusieurs années, mais il en reste encore pour plusieurs années. Donc, nos travailleurs actuels, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer de les garder formés et compétents dans l'ensemble des nouveaux processus, les nouveaux procédés? On parle de nouvelles technologies. On n'a pas nécessairement abordé, mais les compétences numériques, parce qu'on introduit énormément de technologies. Donc, le CSMO, l'INMQ ont fait un super travail sur comment développer ces compétences numériques-là chez nos travailleurs pour les garder en employabilité, parce que nos travailleurs, c'est notre plus grande force, c'est notre plus grande ressource, si on veut, richesse, pour nous permettre d'atteindre nos résultats. Puis un des points que je trouve que l'industrie minière fait très bien, c'est ce type de table de concertation-là, de collaboration, que ce soit avec l'INMQ, que ce soit les CSMO. Bien, on a la table pour collaborer puis développer ces contenus-là en collaboration avec les institutions. Donc, il va falloir miser là-dessus, absolument. Et continuer les échanges tout au long de l'année pour pouvoir connaître les initiatives de tous et chacun, évidemment. Pour le thème 3, un sujet, justement, vous le disiez, pénurie de main-d'œuvre, l'attraction du secteur minier et sa formation. Ça reste que c'est un secteur qui est méconnu de la population en général, qu'il faut toujours démystifier, expliquer, en tout cas diminuer les stéréotypes. Et là, CSMO veille évidemment à la promotion des métiers et professions du secteur minier. D'ailleurs, on collabore avec l'Institut. L'Institut collabore beaucoup avec le CSMO pour la promotion notamment de la formation qui mène vers le secteur minier. Madame Thériault, selon vous, que devons-nous faire pour attirer davantage la nouvelle génération à choisir le secteur minier? Bien, premièrement, il faut vraiment être présent, puis il faut vraiment faire connaître notre secteur parce que c'est un éternel recommencement. J'ai l'impression qu'on avance de 2 pas, on en recule de 1 parce qu'il y a une qui est un peu plus dévastatrice. Alors, il faut toujours faire des représentations auprès des jeunes pour faire découvrir notre secteur minier. Cette nouvelle génération-là, ben c'est ça, les mythes sont toujours très présents. Il y a une étude récemment au RIM, qui est le Conseil des ressources humaines de l'industrie minière, qui est sortie cet été. Puis, ils remarquent encore les moins de 30 ans, ben, chez eux, il y en a au moins 34% qui n'ont même pas idée de venir... en fait, c'est l'inverse, il y en a 34% qui envisageraient de venir travailler dans les mines. Alors, malgré tout le travail, l'image que je voulais vous donner, là, c'est qu'ils ont fait l'étude sur 3 ans de différence, puis en 3 ans, ça a augmenté de 3%. Alors, il y a du travail à faire, du travail encore et encore. Présenter les métiers, comment ça se passe dans les minières modernes, les équipements utilisés chaque jour, aller à la rencontre des personnes qui sont passionnées par leur métier. Ça, c'est vraiment important de montrer ça. On n'est plus au pic-papier, le vieil exemple qu'on utilise souvent. Parce que c'est sûr que si vous n'avez pas l'occasion, beaucoup de gens ici, là, vous êtes de la Côte-Nord, vous avez de la famille qui travaille dans les mines, mais si vous n'avez pas cette chance-là, ben vous connaissez pas ça, vous n'êtes pas exposé, alors vous risquez pas vraiment de faire ce choix-là. Alors la mise en lumière du secteur est vraiment importante. La MQ en fait une grande partie au niveau grand public. Puis à l'intérieur de ça, ben, il y a la jeune génération aussi. Aussi, nous autres, on travaille beaucoup au niveau des écoles. Alors, on va cogner aux portes des CFP, mais maintenant, de plus en plus aussi des écoles secondaires pour démystifier. On a créé justement avec l'INMQ des ateliers scientifiques Minivie pour des petits ateliers de 75 minutes pour vraiment faire connaître le métier des mines. Puis de plus en plus d'écoles secondaires aussi font des journées carrières. Et là, on voit les yeux s'allumer souvent. C'est le fun parce que les jeunes viennent avec leurs parents. Je me rappelle pas qui parlait de ça ce matin, je pense que c'est vous. Puis oui, les parents, c'est des vecteurs très, très importants. Alors si on n'est pas capable de passer notre message avec eux, bien, des fois, on se rend pas nécessairement aux jeunes. Alors ça aussi, c'est important de travailler à ces niveaux-là. Tu sais, on en parle depuis tantôt, on a des avancées technologiques majeures dans le secteur minier. Ça, là, c'est vraiment sexy. Ça rend notre entreprise beaucoup plus sexy pour les jeunes. Alors que ce soit, c'est ça, les millénaux utilisent en continu. Ils s'attendent à la même chose quand ils arrivent en milieu de travail. Tu sais, s'ils sont constamment sur le numérique,
ramener les pots au papier. Là, je fais l'exemple entre Erika et moi, numérique, non numérique. Mais c'est ça, ramener les pots au papier quand ils rentrent en entreprise. Alors ça, c'est vraiment important. Puis là-dessus, ben, je vous dirais que c'est même pas un petit plus. Il y en a 93% des jeunes, si le numérique n'est pas présent, s'il n'y a pas de technologie, ben, ils vont virer de bord tout simplement. Alors, c'est vraiment important. Ils considèrent que c'est essentiel à leur milieu de travail. On a parlé aussi, ben c'est ça, vous avez amené beaucoup d'exemples là, d'éléments numériques, géolocalisation, tout ça. Maintenant, on est rendu à faire des processus d'accueil pratiquement avec les lunettes de réalité augmentée. Alors, c'est là qu'on est rendu. Moi, j'en connais pas tant d'industries qui sont rendues aussi avancées technologiquement que nous. Alors ça, il faut le mettre en lumière, il faut le montrer aux jeunes, il faut le vendre, il faut vraiment avoir un paquet de projets. Le CSMO peut contribuer à ça aussi. Puis le dernier petit point, avant que tu m'arrêtes, je me sens à la disque. Je suis aussi drôle que Louis-José. Karine. Je suis aussi drôle que Louis-José. En fait, il y a un point qui a été nommé un petit peu par Erika, là, par la bande, mais les jeunes sont de plus en plus intéressés par les pratiques EDS, l'équité, diversité, inclusion. Fait que c'est sûr qu'ils vont vous regarder, ils vont regarder les organisations, les pratiques, les politiques, les pratiques, comment on fait vivre ça dans nos minières. Alors ça, c'est vraiment important. Comment on supporte ça, puis voilà, ça touche, grosso modo, je ne veux pas redire ce qui a été dit, mais ça touche beaucoup. Pour l'attraction, là, c'est un des leviers importants. Merci beaucoup, Mme Thériault. Il y a également, on a des représentants des centres de formation ici. Comment se comporte la génération sur vos bancs d'école? Puis comment vous pensez on va devoir adopter nos pratiques en ressources humaines dans les entreprises minières? Je veux vous entendre sur le sujet. Moi, en fait, il y a un enseignant, nous au SAE, chez nous, là, à un moment donné, on a comme tout le temps le négatif des jeunes. Ah, ils sont comme ça, ils sont sur leur téléphone, tout ça. Mais, il me disait, tu sais, dans notre temps, là, on n'était pas toutes des anges, puis on n'était pas toutes des petits Einstein, puis il y avait un peu de délinquance. Fait que, à un moment donné, là, je pense que les jeunes, comme moi hier, j'étais avec notre groupe là, de forage là, qui nous accompagne, puis je disais, waouh, c'est vraiment. Puis même, je me l'ai fait dire aussi là, par des collègues, hey, c'est vraiment une belle jeunesse, là, puis c'est intéressant, puis il appréciait ça qu'on les amène ici. Fait que, d'ailleurs, on les salue. Ouais. À l'arrière, qu'on voit. Merci d'être là. Fait que, la génération, moi, je pense que, je dis toujours que leur donner un cadre, ça, là, c'est important, parce que des fois, là, c'est ceux qui n'ont pas eu, puis nous, on le fait. Des fois, on a des formations courtes, ça nous avantage, mais on leur donne un cadre, puis on dit, vous n'avez pas le temps là, de vous éparpiller. Il faut vraiment là, vous concentrer sur la formation. Puis on a des taux de réussite assez impressionnants. Puis peut-être par rapport à... Parce que des fois, un cours de 4 mois, là, tu ne peux pas être 2 mois à dormir puis travailler après. Il faut que tu t'y mettes là, tout de suite. Puis aussi, là, c'est des conditions intéressantes. Hein, les emplois là, qui sont offerts dans les mines. Puis quand ils arrivent chez nous, c'est un peu un privilège aussi. Ils le voient comme un privilège, puis ils embarquent, puis ça fonctionne. Vous voulez rebondir? Ben, c'est sûr que moi, je suis d'accord avec Michel. Là, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas pires que ceux d'avant. Là. Ça, c'est clair. Là. Okay? En vieillissant, on idéalise beaucoup des fois comment on était, mais on n'était probablement pas mieux. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième, ben, je suis d'accord aussi avec Michel. C'est important. Des fois, on s'attend que les jeunes vont arriver chez nous et qu'ils vont savoir certaines choses. On se dit, mais voyons, ils devraient le savoir. Ça se peut qu'ils ne le savent pas. Fait que des fois, il faut repartir à la base, redonner un cadre, redonner des compétences, justement, personnelles pour se gérer personnellement. Puis après ça, les choses devraient bien aller. Puis effectivement, ben, ils nous tirent vers le haut, les jeunes d'aujourd'hui. Ils ont des attentes en matière de numérique, ils ont été élevés avec des jeux vidéo, on les séduira pas seulement avec des cahiers et des crayons. Donc, il faut trouver une façon de revamper tout ça. Si je peux juste rebondir sur ce que... On parle de véhicules pilotés par des humains, véhicules autonomes, et entre les deux, il y a la téléopération.
Et ce que les minières recherchent, c'est des jeunes gamers parce que Exactement. c'est les mêmes manœuvres. Donc, ceux qui sont bons avec les jeux vidéo deviennent bons à manœuvrer ces équipements-là à distance. Qui sont souvent très, très gros. Donc, ça, c'est impressionnant, effectivement. Puis l'opération à distance se fait notamment durant les quarts de travail. Oui, bien, essentiellement, moi, plusieurs entreprises Exactement. justement utilisent le fait qu'il n'y a pas personne dans la mine. Donc, les seuls... Si on veut augmenter la production, une des façons de faire actuellement, c'est de la téléopération. Et la salle du complexe minier La Ronde à Nico-Eagle est assez impressionnante en ce sens. Donc, vraiment. Monsieur Larouche, vous travaillez avec, évidemment, les communautés issues des Premières Nations, des Inuits. Dites-moi, comment on peut faire pour attirer ce magnifique bassin de jeunes de cette génération? Bien, faut être créatif, il faut innover. Je vais faire du pouce sur son idée. Je vois la clientèle là-bas qui sont assis au niveau de la formation professionnelle. Le gaming, Internet est né avant eux. Alors, moi, je pense qu'il faut sortir des sentiers battus, d'offrir une formation professionnelle comme si ça n'a pas de saveur. Au contraire. Moi, j'en vois qui sont en formation professionnelle pour leur dire qu'il y a des emplois qui les attendent, il y a des bons salaires dans le secteur minier. Moi, la recommandation, c'est vraiment s'adresser un peu plus à la clientèle féminine. La clientèle féminine, on diplôme de plus en plus. Puis maintenant, c'est robotisé. Les jobs de bras, il y en a de moins en moins. Puis j'aimerais aussi spécifier que lorsque vous venez nous rencontrer ou quoi que ce soit, le secteur minier, on a encore une vue étroite. C'est quoi? Présenter les différents corps de métier, parce qu'il n'y a pas seulement du travail manuel, il y a du travail de bureau et autres. Alors, puis, inviter les clientèles à visiter, d'aller dans les mines. Ça, c'est essentiel de voir, de toucher, de palper. C'est une situation gagnante pour moi. Donc, une ouverture des entreprises minières à pouvoir être dans le milieu davantage. C'est la preuve avec Mme Dion aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Un point, effectivement. Bien, 2 points. Le premier étant comment nous, on fait évoluer une industrie qui est traditionnelle dans l'inclusion, dans la conscience, dans la sensibilisation des biens conscients, que ce soit envers les jeunes ou les jeunes envers l'intergénérationnel de tous les sens, la diversité culturelle. Je pense qu'il y a un dialogue à avoir aussi pour faire évoluer nos organisations en ce sens-là, puis avoir une culture qui se veut très ouverte à la différence. Puis sur l'applicabilité, je trouve intéressant de ramener aussi les processus de compagnonnage, donc comment on permet le partage de connaissances sur le terrain de personnes qui ont de l'expérience, mais de plus en plus de permettre à nos plus jeunes travailleurs en expérience et pas nécessairement en âge de partager avec des gens qui ont de l'expérience et de faire réfléchir, donc de faire un mentorat ou un échange qui se veut bidirectionnel parce qu'on peut tous y gagner dans ces pratiques-là. Il faut amener notre secteur aussi à intégrer des pratiques qui sont différentes. Merci beaucoup. J'aimerais entendre Mme Richard, qui est pour des études collégiales. Qu'est-ce que vous pensez de la génération? Comment on va arriver à les attirer vers le secteur minier? Bonne question. Non, mais juste pour au départ, parce que je voulais faire du pouce tantôt sur les types d'individus, maintenant les élèves qu'on a. C'est sûr que nous autres, dans le programme, ce qu'on est, il y a comme 3 voies. Fait que c'est sûr que quand ils font des cours du tronc commun, bien, ils ne sont pas toujours intéressés aux 3 voies. Fait que des fois, il faut faire preuve d'imagination puis tout ça. Fait que c'est sûr que tout ce qui est ça, puis je trouve que les étudiants aujourd'hui sont très reconnaissants, j'ai l'impression, quand on le voit de façon individuelle, pas nécessairement quand c'est collectif devant la classe, mais individuel. Je pense que les profs de notre côté, nous, on le ressent beaucoup, les étudiants qui viennent nous voir. On a des étudiants de Première Nation aussi, fait que l'encadrement parfois est un peu différent, mais on voit vraiment une belle reconnaissance. Puis ça, je trouve que c'est un beau salaire pour l'étudiant. Pour attirer des gens dans l'entreprise, je pense que c'est surtout c'est la promotion, c'est sûr, mais au niveau des entreprises, on voit beaucoup la génération, c'est la conciliation avec la famille aussi de plus en plus qu'on voit au niveau des entreprises. On voit plus de filles aussi à l'intérieur de notre technique, nous. On s'est posé la question, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'enseignantes qui étaient des enseignantes. Est-ce que ça attirait plus les filles, comparativement par exemple à électronique industrielle ou maintenance parfois, c'est un questionnement aussi à avoir, mais le côté très relation, pas relation de travail, mais travail, famille, toute cette conciliation-là aussi, je pense que les entreprises doivent être ouvertes à cette génération-là qui n'était pas nécessairement quand nous, on est rentrés au
quand vous êtes rentrés. On est toutes des générations différentes, là. Donc voilà. Je ne veux pas insulter personne ici, là. Mais c'est ça, mais voilà. Désolée. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter sur cette question? Est-ce qu'on a tout? Oui, Madame Thierry. Bien, peut-être qu'on a un rôle aussi, tous les partenaires, là, tout l'écosystème autour du marché du travail puis de la formation, on a un rôle aussi. Il faut penser en dehors de la boîte parce qu'il n'y a pas juste une façon. Rare les cheminements. C'est assez rare maintenant que les cheminements sont en ligne droite. C'est beaucoup plus sinueux. Puis nous, on a un rôle aussi de monter des programmes, de construire des cohortes qui répondent aux besoins là, sans nécessairement se fier à ce qui existe sur le marché. D'ailleurs, il y a beaucoup de programmes, les pôles du CPNT, de la Commission des partenaires du marché du travail, qui viennent d'être créés, là, qui ont été annoncés en fait au printemps par la ministre Champagne-Jourdain. Ils vont servir justement au niveau de la transition verte, mais aussi au niveau de la transformation numérique. Alors, c'est important, tu sais, c'est des projets qui peuvent être utilisés autant pour les communautés, pour aussi les organisations, les établissements de formation. Alors, c'est intéressant, c'est des projets, c'est le temps. Oui, effectivement. Monsieur Larouche? Oui, mais je voudrais peut-être, si vous voulez, là, on fera peut-être un petit sondage, mais au niveau des médias traditionnels, on rejoint de moins en moins. Je regarde la gang en arrière, TikTok, Instagram, Facebook, ça c'est vraiment populaire. Alors, il faut peut-être utiliser ces médias-là également pour les inciter. Un petit TikTok, c'est pas long. Puis de voir que quelqu'un dans l'industrie minière, où est-ce que c'est agréable, puis ça peut être valorisant, c'est à considérer. Et je retiens également que l'idée d'être tous ensemble pour justement faire cette promotion-là de la formation minière, ensemble avec une cohérence, ça permettrait également de pouvoir frapper peut-être plus fort pour attirer davantage de jeunes vers le secteur minier, de jeunes et moins jeunes peut-être. Donc, en terminant, je vais vous laisser, il reste quelques minutes seulement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? Oui, vous pouvez aller au micro, monsieur. Puis par la suite, je vais vous demander à tous et chacun qu'est-ce que vous avez retenu de ce panel, avec quoi vous ressortez. Daniel Laflamme, Service Québec. Écoutez, j'ai 35 ans d'expérience au niveau là, de l'employabilité. Et la pratique, d'après moi, qui est la plus gagnante, c'est la pratique au niveau de l'orientation professionnelle. Et M. Larouche et Mme Thériault, c'est bien ça? Vous l'avez souligné quand vous dites d'aller visiter une mine, d'aller voir, de ça. Et là, on enlève la perception, on commence à voir la réalité de ce que c'est. Puis à partir de là, ça peut devenir beaucoup plus clair là, pour la personne. Donc, un élément d'attractivité, c'est certainement le fait d'aller visualiser les choses. Et là, on peut se faire une meilleure idée. Bravo pour Minerais de Fer Québec, espérant que les autres minières puissent adopter ce type de pratique. Et ça pourrait aider énormément au niveau peut-être de gens qui ont de l'intérêt dans le secteur minier. Voilà. Merci beaucoup. J'ajouterais aussi qu'à l'Institut national des mines, on s'intéresse depuis déjà plusieurs années. On discute avec les conseillers et conseillères d'orientation du Québec pour leur faire connaître davantage ce secteur-là qui envoie une voie, une formation possible, une carrière possible. Donc, on discute souvent avec les conseillers et conseillères d'orientation justement pour montrer cette panoplie de métiers et professions qui mènent vers le secteur minier. Donc, je vais vous laisser le dernier mot. Qui veut commencer? Qu'est-ce que vous retenez, Mme Richard, de ce panel? C'est surtout, je pense, la collaboration entre entre l'entreprise, entre les DEP, avec l'université, avec les premières. Je pense vraiment le mot collaboration, communication, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important si on veut que ça se développe davantage. Là. Je voulais le dire en premier pour être sûr que personne ne le dise avant moi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mme Richard. Écoutez, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on a tout avantage à travailler ensemble. Puis j'ajouterais même, souvent, on le sait, là, la formation professionnelle, on essaie de revamper son image. Hein. C'est pas seulement ceux qui sont pas bons à l'école qui vont aller en formation professionnelle, parce que si tu es bon à l'école, va au cégep ou à l'université. Donc, il faut travailler ensemble aussi à faire de la promotion le plus tôt possible. Donc, j'entendais tantôt de faire voir des machines, toucher des choses.
pas d'attendre en secondaire 3-4 pour commencer un peu à penser, faire venir des familles, organiser pour que même les jeunes enfants puissent commencer à voir qu'est-ce que c'est ces métiers-là, que ça commence à cogiter, puis que voilà. Donc oui, on a tout intérêt à continuer de collaborer. Faire l'éveil le plus tôt possible. Ouais. Monsieur Je Gamache? peux juste, en lien avec ce que le monsieur a dit tout à l'heure, de toucher, d'être sur le terrain, c'est un peu le but, nous, de notre programme, d'envoyer les étudiants faire un stage. Même une visite de mine, c'est prévu aussi pour ceux qui n'ont jamais vu une mine. Parce qu'il faut comprendre maintenant que ce ne sera pas juste des ingénieurs miniers, des ingénieurs géologues, ça va être des mathématiciens, des informaticiens, des ingénieurs industriels qu'il va y avoir dans les mines. Et ces gens-là n'ont jamais vu une mine. Mais quand ils en voient une, après, ils disent « Oh, wow, OK, c'est loin de ce que je pensais. » Le fait de descendre dans une mine souterraine, ça change tout pour eux. Là. Je veux dire, on a des étudiants français qui n'avaient jamais vu une mine. Ils travaillent en analyse de données, puis ils voient une mine. Là, « wow, OK, là, je comprends. » Là, c'est fun. Donc, ça fait tout le changement de voir, d'être sur le milieu. Et je pense qu'il faut faire de la publicité. L'AMQ a fait des belles pubs sur le milieu dernièrement. Je pense qu'il devrait continuer. C'est une meilleure façon de promouvoir l'industrie minière. Et l'utilité des minéraux dans le quotidien de la population. Exact. Donc, oui, effectivement, l'Association minière du Québec fait un excellent travail en ce sens, le CSMO Mines également. Un autre... Oui, Mme Dion. Je peux y aller. Bien, je pense que la collaboration est un consensus, mais j'irai aussi avec la mise en valeur de ce qui se fait déjà dans l'industrie. Je pense qu'il y a une multitude d'opportunités, que ce soit dans des stages qui sont offerts, dans les pratiques ou les collaborations, nous avec le Cégep, avec l'AEC qui ne roule pas en ce moment, mais où nos employés s'impliquent dans l'enseignement de certains cours sur le lieu de travail pour permettre cette connexion-là. Je pense que ça, il y en a dans beaucoup d'endroits dans l'industrie où on n'en fait pas nécessairement une promotion qui rend justice à ce qui est fait, mais aussi de renouveler puis de travailler ensemble sur l'infini des possibilités qui peut se décliner avec maintenant ce qui se fait en technologie. Merci. Madame Thévé? Bien, évidemment, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Moi, j'ajouterais juste qu'il faut vraiment ouvrir à toutes les gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail, que ce soit les gens issus de l'immigration, les Premières Nations inuites, les femmes dans le secteur minier, on en veut encore plus. C'est plus vrai que c'est très, très physique, vous le savez. Maintenant, il faut en attirer davantage, en apporter. Donc, faire des programmes de formation, des d'opératrices d'équipements mobiles, de femmes, ne pas hésiter à faire des initiatives comme ça. Je pense que c'est vraiment important. Puis c'est comme ça qu'on va tirer notre épingle du jeu dans le secteur minier pour les prochaines années. Monsieur Larouche? Ben, en Innu, Mamou, ça veut dire ensemble. Ensemble, dans le sens qu'aujourd'hui, on est tous ensemble. On a tous une expertise qui est très différente. Puis ce que je souhaite, c'est la continuité, parce que parfois, on peut avoir des rencontres, on a des intentions qui sont extraordinaires, mais parfois, il y a une petite coupure. Alors, il faudrait poursuivre dans ce sens-là. Puis ceux qui vont être gagnants, c'est des gens comme les élèves qui sont là-bas. Puis c'est l'industrie minière. Alors, effectivement. Voilà. Ben, moi, j'attendais pour que tout soit dit, là, puis je voudrais en profiter. Vous voulez le mot de la conclusion, Monsieur Savard, on vous le donne. Est-ce que je peux faire un coup de pub? Oui. Ben, moi, je voudrais dire, en tout cas, je ne sais pas si ça a rapport, je pense que oui, parce qu'il y a des entrepreneurs qui gravitent autour de l'industrie minière. Nous, on offre une formation en ligne là, depuis 2 ans presque, là, puis ça a fait un succès parce qu'il y a beaucoup de formations pour démarrer en entreprise, mais quand tu as les 2 pieds dedans, ben, là, ça va vite. Fait que nous, on a fait depuis l'année passée, là, on fait de la reconnaissance d'acquis en entrepreneuriat, puis on donne de la formation manquante aux entrepreneurs, puis des fois, ça nous épate un peu. Des fois, un pharmacien, le pharmacien, on va dire, lui, il a le moyen de se payer toutes sortes d'affaires, mais lui, il n'a pas été formé comme pour être entrepreneur, il a été formé pour être pharmacien. Donc, moi, j'ai invité mon collègue, là, Michel Bastien, c'est un peu là, l'artisan là, de tout ça. J'ai dit, je pense que dans le secteur minier, là, ce serait peut-être important d'en parler, là, comment on peut soutenir les entrepreneurs, parce que, oui, il y a les grosses minières, les grandes entreprises, on essaie de recruter, tout ça, mais on se parlait ce matin, puis on se parlait de forage au diamant, puis Mme Dion me disait, nous, là, c'est des sous-traitants qui font ça. Fait que je pense que c'est important aussi, là, en tout cas, de se préoccuper d'eux autres aussi.
Effectivement, puis ce que je retiens, c'est que c'est important de voir aussi toute la diversification des modes d'enseignement pour permettre justement d'attirer davantage les générations. On en a vu une avec la première conférence, il y a la reconnaissance des acquis et compétences également. Donc, toutes des modes, des façons de pouvoir être diplômé. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce panel d'experts. Vraiment, merci pour votre générosité, votre préparation, votre temps précieux. J'espère, je souhaite, comme Monsieur Larouche, qu'on puisse continuer à faire avancer puis créer des projets avec l'Institut national des mines, entre autres. Merci beaucoup. Merci. Plaisir.